Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Tout d'abord, l'actualité nous impose de parler du conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la position actuelle de la Russie ? La position de la Russie, elle est assez claire puisqu'elle a été exposée par Vladimir Poutine lui-même et puis ça a été repris par Sergueï Lavrov. Vladimir Poutine a dit que, bien sûr, il appelait à la cessation des hostilités et à une solution politique. La solution politique, ça aussi il l'a dit, c'est le respect de ce qui a été décidé par les Nations Unies en 1947, c'est-à-dire que oui, il doit y avoir un État juif, mais également un État palestinien. Et comme la Russie se situe plutôt bien à la fois avec Israël et à la fois avec le monde arabe, ça c'est l'héritage de la politique pro-arabe de l'URSS en fait, eh bien la Russie se propose comme intermédiaire. Donc on va dire une position équilibrée qui ne prend pas parti. Toutefois, il faut quand même souligner que suite à la déclaration du ministre de la Défense israélien, donc qui a dit qu'ils allaient faire le siège en fait de la bande de Gaza, ça c'est très mal passé en Russie. Et notamment, Vladimir Poutine a comparé ça au siège de Leningrad, Saint-Pétersbourg maintenant, qui a causé 1 million de morts, puisque les Allemands et les Finlandais ont encerclé complètement la ville, et qui était peuplée de civils, et 1 million de ces civils sont morts, dont un frère de Vladimir Poutine. Donc c'est quelque chose, ça, qui ne passe pas en Russie. Et donc la Russie est aussi un facteur de paix, on peut le dire, dans ce conflit. La Russie a une approche, alors on pourrait dire, j'ai dit il n'y a pas longtemps, asiatique, parce que j'ai interviewé pas mal de différents géopoliticiens, ou géopoliticiennes d'ailleurs, d'Asie, du Vietnam, d'Indonésie, de Pakistan, et il y a une approche non conflictuelle des conflits, précisément, et j'ai l'impression que c'est ce que Vladimir Poutine a fait. Et d'ailleurs, quand on regarde le conflit ukrainien, puis c'est dont on parle, les accords de Minsk en fait avaient une date d'expiration qui était de décembre 2015. Et Vladimir Poutine a attendu 7 ans avant de tenter de les faire appliquer en utilisant la force armée. Donc il y a une volonté d'essayer de trouver un compromis. Et alors moi je rattache ça aujourd'hui parce que ceux qui sont favorables à cela, c'est la mentalité, je dirais, asiatique, mais finalement c'est la France aussi, c'est l'Europe pré-révolutionnaire. On essaie effectivement, on considérait qu'à un moment ou à un autre, la guerre devait s'arrêter et elle ne devait pas forcément se terminer par l'extermination ou la soumission complète de l'adversaire. Donc je pense que c'est plutôt dans cet héritage-là que se situe Vladimir Poutine. On cherche toujours une porte de sortie, en fait. On cherche une porte de sortie et on est prêt à un compromis. C'est-à-dire que, d'ailleurs, du peu qu'on sait des négociations qui ont démarré tout au début du conflit, donc l'opération militaire spéciale, d'abord à Minsk, ensuite en Turquie, et bien de ce qu'on en sait, c'est que la Russie était prête à faire des concessions sur ses exigences initiales. Et malheureusement, ceux qui ont refusé toute concession, ça a été Johnson, donc pour l'Angleterre, ce sont les Anglo-Saxons en fait, et qui ont poussé Zelensky, qui au bout de 24 heures voulait se rendre. Il faut quand même le rappeler, le héros patriotique, comme, n'est-ce pas, était prêt à se rendre, et il avait raison de toute manière, parce que pour lui, la guerre était perdue d'avance, même avec l'aide de l'OTAN. Vous êtes en France depuis quelques jours, vous avez peut-être vu dans les médias français à quel point la façon dont le conflit israélo-palestinien est importé en France, dans ces médias. Alors j'ai pas eu trop le temps en fait de regarder les médias français, que je regarde assez peu souvent. Mais en revanche, oui, j'ai vu la déclaration des principaux représentants politiques, et c'est ce que j'ai récemment publié dans mon bulletin 155, c'est-à-dire qu'en fait, de nouveau, le personnel politique français, qu'il soit au pouvoir ou pas, ou les chefs des grands partis, notamment, j'ai été assez étonné par la réaction de Marine Le Pen, au lieu d'avoir dans un conflit où les intérêts de la France ne sont pas engagés, au lieu d'avoir la position qu'a pris la Russie, c'est-à-dire la France a de bonnes relations traditionnellement avec les pays arabes, enfin moins maintenant, mais depuis Nicolas Sarkozy beaucoup moins. En même temps, on a la plus grosse communauté juive d'Europe après la Russie. Donc ça fait 2 points qui fait qu'il faut prendre les choses avec circonspection et se proposer, comme le fait la Russie, comme puissance d'équilibre. Mais pour être une puissance d'équilibre ou une puissance négociatrice, il ne faut pas prendre parti. Et comme pour le conflit ukrainien, immédiatement, le gouvernement français, suivi de tous les leaders politiques, alors, sauf Jean-Luc Mélenchon, ont pris parti. Donc ce qui fait que ça
donc on est désormais, on est parti. On est entre guillemets, on fait partie de la coalition avec Israël, au lieu d'être cette puissance pacificatrice que nous devrions être. Alors, il nous reste quelques minutes avant que vous commenciez votre conférence et on voulait aborder un tout autre sujet. C'est peut-être que connaître mieux Xavier Moreau. Que fait-il lorsqu'il ne fait pas de géopolitique, de commentaires d'actualité stratégique, militaire, économique, quand il ne s'occupe pas de sa famille et qu'il ne rend pas grâce à son créateur et rédempteur? Le sport, la culture, qu'est-ce que vous êtes? Alors, je suis chef d'entreprise aussi, donc j'ai une entreprise d'informatique, donc ça, il faut quand même que je m'en occupe. Ensuite, je fais du sport, je fais de la boxe. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mon entraîneur est un Ukrainien de Kharkov. Anglaise. Je suis trop vieux pour lever les jambes. Non, puis j'ai découvert la boxe anglaise en Russie. D'abord avec un entraîneur béninois, et ensuite avec des entraîneurs. Et j'ai vraiment redécouvert l'anglaise, en fait. C'est le côté très technique, où chaque placement millimètre compte des jambes jusqu'à la tête. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai prends beaucoup, même si à 52 ans, j'ai pas la hargne que j'avais il y a 30 ans. Cela dit, je prends beaucoup de plaisir à m'entraîner. Puis bon, forcément, autour de la boxe, je fais de la musculation adaptée, des choses comme ça, et je profite des infrastructures russes. Et sinon, je lis beaucoup, et j'écris. Notamment, j'essaie de terminer mon livre sur l'Ukraine. Et quelle musique écoutez-vous? Est-ce qu'il y a des romans qui vous ont marqué? Alors, en musique, j'aime bien le jazz, j'aime bien aussi la musique classique, et puis quand je travaille, de temps en temps, je mets chant grégorien. Ça, c'est très bien pour travailler, je le recommande. Et comme livre, alors je lis surtout des essais, maintenant, des essais politiques. Je lis le dernier livre qui m'a beaucoup plu, c'est celui de mon maître, mon directeur de recherche, quand j'étais à la Sorbonne, Georges-Henri Soutou, Europa. Donc cela dit, dès qu'il sort un livre, je me jette dessus. J'aime beaucoup aussi Jean Lopez, sur la partie de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qu'il dit sur la Russie d'aujourd'hui, c'est pour mieux éviter. Mais globalement, son Barbarossa, sa biographie de Zhukov est assez extraordinaire. Et puis j'aime bien les chaînes sur Internet, d'histoire. Il y a, pour les anglophones, TIC, TIK, je suis passionné par le front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale. Donc je regarde tout ce que les Russes produisent, tout ce que les anglo-saxons qui sont très forts produisent. Nous, heureusement, en France, on a Jean Lopez qui sont... Donc voilà, essentiellement des livres d'histoire ou des essais de géopolitique. Et est-ce que vous lisez en russe? Oui. Quel genre de... La presse. Je ne lis pas de romans en russe, ça me prendrait trop de temps parce que mon russe n'est pas assez bon, mais en revanche, je lis la presse tous les jours. Tous les jours. D'ailleurs, quand je prépare mon bulletin, en fait, je fais une revue de presse tous les jours. Je choisis les thèmes qui me paraissent importants et l'essentiel des sources viennent soit de la presse russe, soit de la presse anglo-saxonne. Je lis beaucoup le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post. Ou anglaise, le Télégraphe, le Guardian, c'est moins intéressant, mais tantôt il y a quelques... Parce qu'en fait, elle est plus libre. Et d'ailleurs, souvent, quand finalement dans la presse française, vous voyez arriver un article qui finalement dit ce que disait Stratpol, mais je l'avais lu un mois avant dans le Wall Street Journal ou dans le Washington Post. Donc il s'autorise des choses que les médias français ne s'autorisent pas, d'aller un peu quelquefois dans des articles à contre-courant, et ils sont beaucoup plus sérieux que les médias français. Alors justement, le fait de fréquenter la presse russe à la fois et la presse occidentale, non française, par exemple, comme vous disiez, britannique ou américaine, ça vous donne une vue assez complète. Et il y a quelques jours, j'en parlais avec Ferenc Olmásy, qui présentait la presse hongroise. Il disait, contrairement à ce qu'on croit, la presse hongroise est au moins 50% hostile à Orban. Donc qu'en est-il de la presse en Russie, de la presse entre guillemets hostile à... Alors il y a eu un avant et un après des débuts de l'opération spéciale. Avant l'opération spéciale, il y avait une chaîne fondamentalement hostile à Vladimir Poutine, covidiste à fond, qui s'appelait Dost, c'est Télédost, c'est-à-dire la pluie. Donc ils ont été comme ils étaient financés indirectement par l'Union européenne, parce que ce que j'ai compris, ils avaient été désignés comme agents étrangers. Mais ça ne les empêchait pas d'émettre, mais simplement il fallait les mettre régulièrement à Bordeaux
financés par l'étranger. Financés par l'étranger. Ce qui est bien d'ailleurs, ça me paraît. Mais en revanche, ils ont été fermés au début de l'opération spéciale parce qu'ils ont commencé à répandre de la désinformation, en fait, de l'intoxication sur les crimes soi-disant des soldats russes, etc. Et donc, comme par hasard, ils se sont réfugiés, je crois en Lituanie, comme d'habitude, où là, ils continuent à émettre, mais en fait, ils n'avaient pas beaucoup de succès en Russie. Moi, je les suivais parce que ça me permettait de savoir ce que disaient les libérales, les gauchistes, si vous préférez. Mais en gros, l'opposition parlementaire en Russie, c'est les communistes et les nationalistes. Et ils trouvent, depuis le début, que Poutine est trop gentil. Eux, en 2014, ils voulaient que l'armée russe rentre jusqu'à Kiev. Elle aurait pu le faire. Donc, il y a une opposition à Vladimir Poutine, mais celle qui compte et qui est représentée au Parlement, elle n'est pas du tout en disant « il ne faut pas y aller ». Non, il dit « on vous l'avait bien dit qu'il fallait y aller et on n'y va pas assez fort. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà rasé Kiev ?» C'est un peu ça l'opposition à Vladimir Poutine. Et dans la vie de tous les jours, en fait, les gens disent ce qu'ils veulent, mais globalement, il y a comment dirais-je, la population entière suit Vladimir Poutine. Même ceux, je le vois autour de moi, comme je suis invité assez régulièrement à la télé russe, les gens me sourient, me remercient d'être un peu la voix montrer qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron comme français, en fait. Un mot peut-être sur ce petit morceau de francité qui s'est invité en Russie avec la statue de Jeanne d'Arc. Oui, alors effectivement, moi j'étais pas là quand ça s'est produit parce que j'étais à Valdaï. Mais effectivement, il y a eu cette inauguration. C'est un projet qui date depuis 2018, je crois. Donc il y a eu une levée de fonds qui a été faite et eh bien, à Saint-Pétersbourg, désormais, il y a une place. Alors c'est rue Sovietsky, la rue des Soviets. Et c'est le paradoxe russe, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de vision barésienne de l'histoire où on peut avoir d'un côté les Soviets, de côté Saint-Vladimir. Et là, effectivement, là on a une statue de Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc est très connue en fait en Russie. C'est une héroïne assez connue, très respectée. Et surtout, il y a cette volonté. On l'a bien vu quand Christelle Néant a été interviewée, a participé à la table ronde avec Vladimir Poutine. Et quand Pierre de Gaulle a posé sa question à Valdaï, Vladimir Poutine sait, et les Russes savent, que le régime n'est pas la France. Le régime d'Emmanuel Macron n'est pas la France. Et ça, il le répète à chaque fois. Donc voilà. Bon, le problème, c'est qu'en attendant, c'est le régime d'Emmanuel Macron qui livre des armes et qui tue des soldats russes. Donc ça, effectivement, il peut y avoir quelquefois de la rancœur. Xavier Houron, merci. Merci à vous. On terminera sur cette note d'espoir portée par l'héroïne et sainte nationale. Merci.